Il a dit, je suis psychiatre et j'ai réalisé que nous ne faisons pas le même métier, que nous faisons beaucoup d'erreurs aussi, et que nos erreurs ne viennent pas des mêmes origines. Ce qui frustre beaucoup quand on est psychiatre, c'est d'avoir à prendre des décisions tout en sachant qu'on sait quasiment rien de la situation clinique qu'on a en face de nous. Et je vais juste vous raconter une anecdote dans la ligne de ce qu'il racontait, d'une erreur que j'ai faite. J'ai suivi pendant 15 ans une famille pour un enfant qui avait une hyperactivité avec déficit de l'attention. Et puis, donc j'ai suivi cet enfant, il avait 8 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Et un jour, je vois donc la famille arriver sans le papa, et je dis, tiens, monsieur n'est pas là aujourd'hui. Et la maman me dit, non, nous nous sommes séparés, mon mari était violent, il me frappait. Je n'avais jamais imaginé ça. Et là, carrément, il a pris une tronçonneuse, il a découpé tous les meubles dans la maison et il est hospitalisé. Je n'avais jamais vu le moindre début de commencement de problème dans cette famille. Et naturellement, si le fils avait une hyperactivité, c'était peut-être lié au fait que dans sa famille, tout ne se passait pas très bien. Et donc, même si on a le temps, j'ai eu 15 ans pour voir cette famille, en fait, je sais maintenant que je ne sais quasiment rien des patients que j'ai en face de moi. Alors, nous avons des métiers différents, mais si j'ai été intéressé par venir vous parler à propos de méthodologie d'évaluation des interventions chirurgicales, c'est qu'en fait, par ailleurs, nos métiers se ressemblent aussi. Vous l'avez entendu dans la présentation de Denis, il y a quelque chose qui frappe dans l'intervention chirurgicale, c'est le rôle du chirurgien. Alors, en médecine en général, on oublie que le rôle du médecin est capital dans la thérapeutique. Même quand on prescrit des médicaments, un médicament n'a pas la même efficacité en fonction du médecin qui le prescrit. Ne serait-ce que parce qu'il y a des médecins qui font que les patients prennent des médicaments et d'autres médecins qui font que les patients ne les prennent pas. Donc bien sûr qu'en médecine, le rôle du médecin est important, mais en chirurgie, il est capital, et en psychiatrie, en psychothérapie, c'est exactement la même chose, et ça a un impact dans l'évaluation des soins, comme on va le voir, c'est que nos soins sont plus hétérogènes par construction que les soins médicamenteux. Or, les méthodologies d'évaluation des soins sont basées sur le paradigme d'évaluation du médicament. Alors, bien sûr, il y a des différences aussi, c'est que vous êtes particulièrement près des organes, alors que nous sommes éloignés des organes, et que ça a un impact forcément quelque part dans l'évaluation des soins. Mais de notre côté, nous nous retrouvons, car même si vous êtes très proches des organes, nous sommes tous les deux très proches de l'intimité des gens. Vous avez sûrement remarqué, et bien mieux que nous, et bien mieux qu'en fait que la plupart de la population, que un être humain, alors qu'il a un corps que l'on oublie, ce corps est constitué d'organes et que les êtres humains n'ont aucune connaissance de leurs organes, de les organes qui les constituent. Jamais dans notre vie, nous ne verrons notre propre foie, notre rein ou notre cœur, alors qu'il est nous. Et vous, quand vous opérez, vous avez accès à ce qu'est le sujet dans son intimité organique. Comme le psychanalyste a accès à l'inconscient du sujet, inconscient que le sujet a du mal à capturer lui-même. Et ça donne un rapport à l'autre différent, et vous savez, je suis sûr que quand dans une soirée vous dites « je suis chirurgien » ou « chirurgienne », ça fait un effet, parce qu'on sait que vous avez un accès à l'autre, que l'autre ne peut pas avoir sur lui-même, et c'est la même chose que l'on a en psychiatrie. Alors, est-ce que c'est du baratin? Ça n'a rien à voir avec l'évaluation? Si, bien sûr, ça a à voir avec l'évaluation. C'est que les interventions chirurgicales, comme elles agissent sur ces organes que l'individu ne connaît pas, elles ont forcément un impact très important sur le sujet en tant que sujet pensant. Et vous savez que ça a été étudié, et je le sais que ça a été étudié, que quand on a une greffe de cœur, quand on sait qu'on a le cœur de quelqu'un d'autre, ça fait quelque chose en tant que sujet pensant, et bien entendu qu'il va falloir l'évaluer. Alors, donc en 20 minutes, comment penser tout ça en rajoutant le fait que l'évaluation aujourd'hui du soin, comme je le disais, qui repose sur le paradigme de l'évaluation du médicament, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On peut critiquer et on peut proposer nos différences,
mais le paradigme dominant c'est celui-là, eh bien le monde du médicament vit quand même le début d'un bouleversement avec le frémissement de la médecine personnalisée, qui n'est encore que très peu personnalisée, mais on dit médecine de précision, médecine stratifiée, etc. En tout cas, le début du commencement est lancé. Si l'on envisage une médecine singulière, ce qu'est la chirurgie, ce qu'est la psychothérapie, alors le paradigme statistique ultra dominant est en difficulté. Car la statistique se marie mal avec la singularité. Et donc, du coup, il faut se préparer à ça, et il faut voir les opportunités que vous, chirurgiens, nous, psychiatres, pouvons avoir de ce changement, de cette émergence de cette médecine personnalisée. Alors, pour voir tout ça avec du recul, je vous propose de revenir longtemps en arrière dans l'histoire pour voir en fait comment s'est construite notre médecine et comment s'est construite l'évaluation des soins. Alors vous savez qu'aujourd'hui nos concitoyens sont très friands de médecine globale, etc. Et il faut toujours se rappeler qu'au tout début de la médecine, il y avait une médecine chamanique qui était une médecine globale, où la spiritualité, la famille, le corps, les herbes, la nature, tout était mélangé et ça ne marchait pas. Donc il y a eu une médecine théologique, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, dans le stade d'évolution des connaissances. Et puis petit à petit, sur 2500, 3000 ans, s'est construite une médecine positive, avec au cours du temps, on est passé par Hippocrate, qui, un des premiers, a dit l'épilepsie, ça n'est pas une punition divine. Donc vous voyez, on commence à sortir des représentations théologiques, mais avec un discours métaphysique autour de la médecine. Par exemple, Platon indiquait que l'esprit se situait dans le crâne en invoquant le fait que le crâne est sphérique et que la sphère est une forme parfaite. Donc si l'esprit est quelque part, c'est dans une forme parfaite, donc à l'intérieur du crâne. Donc, alors, il a raison, effectivement. Jusqu'à preuve du contraire, l'esprit est sécrété par le cerveau est à l'intérieur de la boîte crânienne, mais son explication est une explication qui nous fait sourire parce qu'elle est purement métaphysique, elle ne repose sur aucune considération positive et biologique. Et donc, il a fallu, depuis Hippocrate, il y a 2500 ans, qu'on se mette à disséquer des corps humains, ce qui pendant longtemps a été difficile. On dit pour des raisons religieuses, mais aussi pour ce que je vous disais, c'est que l'accès à l'intérieur du corps humain pose des problèmes psychologiques à l'être humain de par l'absence de représentation qu'il a de lui-même. Donc il y a eu l'anatomie, Vézal, et puis on arrive au XIXe siècle vers Claude Bernard, qui structure complètement la façon que l'on a de considérer la médecine, à tel point qu'il y a des spécialités d'organes et que même en chirurgie, il y a des sous-spécialités chirurgicales d'organes ou de localisation. Alors, et c'est un succès, bien entendu. Alors que la médecine se réduit, alors que la médecine devient une médecine d'organes, une médecine de physiologie, une médecine de biologie, donc c'est un processus de réduction considérable, elle devient hyper efficace. Et ce processus a eu un impact considérable sur la façon qu'on a eu d'évaluer les thérapeutiques. Alors, pour ça, il faut se souvenir que, quand même, derrière cette conceptualisation de la médecine, cette biologisation de la médecine, il y a une idéologie scientifique qui n'est pas gratuite. Et je vous lis juste 4 lignes de l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard, qui montre bien comment il pense la médecine et comment il va penser l'évaluation et comment ça vous intéresse, vous, au premier chef. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer, et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. C'est-à-dire que la pensée de Claude Bernard est une pensée physiologique déterministe, comme la pensée des physiciens. Et il faut comprendre les mécanismes de fonctionnement des organes et des maladies pour pouvoir les traiter. Et une fois qu'on a compris ça, on sait que l'intervention, que le soin que l'on propose est efficace ou pas. Alors, le problème, c'est qu'avec les médicaments, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même 150 ans après Claude Bernard, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les médicaments.
Et donc du coup, il y a de l'aléa thérapeutique, il n'y a pas de déterminisme, et donc il a fallu faire autre chose. Alors pour la chirurgie, bien entendu, la situation est un tout petit peu différente parce que vous êtes bien plus proche des organes que ne le sont les médicaments. Le médicament va partout, il fait plein de choses, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, je sais bien qu'en chirurgie aussi, tout est très compliqué, qu'il est difficile de différencier le rôle d'un organe particulier avec tout le corps humain, puisque tout est en interaction. Mais quand même, dans les représentations que l'on a du geste chirurgical, il y a une pensée d'organe et il y a une pensée circonscrite autour d'une localisation anatomique. C'est peut-être pas vrai dans la réalité, c'est vrai dans les représentations et dans les représentations de nos patients. Je vous donne un exemple qui montre bien cette tension, c'est que si jamais j'ai une douleur lombaire aiguë qui résiste à tous les traitements et qui est hyperalgique, je vais avoir une imagerie de mon rachis. Il se peut que l'on trouve une hernie discale et il se peut que l'on se dise tiens, il a mal au dos, je vois une anomalie sur l'IRM, je vais agir chirurgicalement pour enlever cette anomalie et il va aller mieux. C'est une pensée déterministe. Et bien sûr, régulièrement, elle marche. Régulièrement, elle marche, mais pas toujours, puisque, là aussi, vous le savez infiniment mieux que moi, ce n'est pas parce que j'ai mal au dos et que je vois une lésion sur la radio que la lésion est à l'origine de ma douleur, et ce n'est pas parce que chirurgicalement j'agis sur cette lésion que je vais aller mieux ou moins bien. C'est possible, ça marche souvent, mais parfois ça ne marche pas. Donc il y a une tension entre une logique bernardienne d'une médecine déterministe, en particulier en chirurgie, du fait de la proximité que vous avez avec les organes, et puis, il faut dire le mot, une pensée probabiliste, une pensée statistique. Car après Claude Bernard, au XXe siècle, c'est l'avènement d'une médecine statistique qui va devenir l'evidence-based medicine, qui n'est pas du tout une médecine d'organes, on se fiche des organes dans l'evidence-based medicine. On regarde des données avec des protocoles expérimentaux, en général randomisés, et on compare des groupes sur des outcomes. À la limite, ce qui se passe dans le corps humain a peu d'importance. Alors, et c'est vrai que cette opposition entre la pensée bernardienne et la pensée statistique, elle est forte. Quand vous regardez à l'INSERM, par exemple, qui est notre institution nationale de recherche biomédicale, vous n'imaginez pas les tensions qu'il y a entre le monde de la biologie et le monde de la recherche clinique. Qui se traduit par exemple dans les faits en ce moment par le fait que l'INSERM voudrait bien récupérer le PHRC, qu'il est en train de réussir malheureusement à ce que ça se passe comme ça, parce qu'il considère que la recherche qui se fait au PHRC, qui est une recherche qui relève de l'evidence-based medicine et pas de la biologie, c'est assumé comme ça, que quelque part cette recherche est en tension avec ce que devrait être la recherche biomédicale, c'est-à-dire une recherche dans la lignée pure et droite de Claude Bernard. Donc il y a toujours cette tension, mais néanmoins, même les tenants les plus durs de l'evidence-based medicine ont du mal à se séparer du bagage de Claude Bernard. Où est-ce qu'on le voit? Ça, on le voit avec l'utilisation d'un placebo. Vous le savez, dans la plupart des évaluations thérapeutiques, quelque part plane la notion de groupe contrôle et de recours à un placebo. Pourquoi a-t-on recours à un placebo? La première raison qui est mauvaise, c'est pour s'assurer que la thérapeutique que l'on évalue en général de médicaments a un effet spécifique, et vous voyez que là on retrouve une pensée biologique déterministe, c'est-à-dire c'est bien la substance qui a une efficacité, ça n'est pas le soin en général, alors que finalement pour un médecin, dans le fond, que ce soit le soin ou l'efficacité de la molécule en tant que telle, si l'on s'intéresse juste au fait d'avoir des soins efficaces, et pas de comprendre pourquoi les soins sont efficaces, la notion de placebo n'est pas tellement pertinente, et ça a un impact très important dans l'évaluation des soins non conventionnels, qui sont peut-être des soins très forts pour magnifier l'effet placebo, que l'on a tendance à mépriser. Donc première explication, respectable mais excessive. Deuxième explication, c'est la lutte contre le charlatanisme. C'est-à-dire que vous savez que pendant des siècles, les patients ont souffert de médecins et de pharmaciens charlatans qui vendaient des soins qui n'en étaient pas et qui même parfois avaient des effets indésirables. Et je suis sûr bien entendu que dans l'histoire de la chirurgie il y a eu la même chose et que donc effectivement nous avons le devoir de nous protéger contre le charlatanisme et quelque part la comparaison contre le placebo
permet de montrer que le médicament, même si l'on n'est pas sûr de son intérêt thérapeutique, s'il est comparé à un placebo, au moins on peut affirmer qu'il ne relève pas uniquement du charlatanisme, puisqu'il a un effet supérieur à ce que pourrait produire un soin non spécifique. Alors là, bien entendu, et donc c'est pour ça que cette pensée de laisser randomiser en aveugle versus placebo est une pensée qui structure l'évaluation des soins aujourd'hui. Mais quand on se met à nos places, vous chirurgiens, nous psychiatres, on est en droit et en devoir de challenger cette position, parce que l'environnement sociologique du soin chirurgical et l'environnement sociologique du soin médicamenteux n'est pas le même. Les enjeux financiers existent partout en médecine, ils existent partout. Mais les enjeux financiers qu'il y a autour d'une molécule, d'une statine ou d'un nouvel anticancéreux n'ont rien à voir avec les enjeux financiers qu'il y a derrière l'amélioration d'une technique chirurgicale. Et comme les enjeux financiers sont moindres, la pression de charlatanisme diminue, puisque la pression de charlatanisme est directement liée aux retombées financières qu'il peut y avoir derrière le soin. Et donc, quelque part, nous sommes régulièrement challengés dans nos méthodologies autour de groupes contrôle et du recours que l'on devrait avoir à des soins qui relèveraient d'un placebo, alors que cette logique est une logique médicamenteuse qui ne convient pas toujours, elle peut, mais pas toujours, être pertinente pour la chirurgie et pour les psychothérapies. Donc ça, vous avez vu, nous avons d'abord la médecine de Claude Bernard, très proche de vous, plus éloignée de nous, avec la compréhension du fonctionnement des organes et en quoi l'intervention thérapeutique peut interagir avec le fonctionnement ou le dysfonctionnement de ces organes, intéressante mais avec des limites inhérentes au fait que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres qui font que nous sachions comment les organes fonctionnent ou pas. Le deuxième paradigme, qui est le paradigme statistique, qui est celui qui est dominant aujourd'hui, et puis la face cachée de l'évaluation du soin. Donc je vais vous donner un exemple, alors qui est un exemple psychiatrique, mais qui est tellement manifeste que vous comprendrez le paradoxe dans lequel on est enfermé. Demandez à des internes en psychiatrie quel est l'effet des antidépresseurs sérotoninergiques, c'est-à-dire le Prozac, le Deroxate, etc., etc. Vous allez avoir un blanc. Et ils vont vous dire, le patient est moins déprimé, le patient arrive mieux à dormir, le patient est moins triste. Non, je veux juste savoir si un patient vous dit, mais vous allez me donner un médicament, mais qu'est-ce que ça va faire en moi? Comment je vais me sentir différent? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, pourquoi? Parce que on évalue un antidépresseur avec de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire en comparant des groupes de patients sur des échelles qui mesurent des intensités de symptômes. Et donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que le volume symptomatique global diminue. Mais on ne peut pas répondre à la question du patient, en quoi ça va changer ce que je suis en tant que sujet pensant. Et si vous posez la question à des patients, si vous faites une étude qualitative, vous avez quoi comme réponse? Avant, les émotions s'accrochaient à moi. Maintenant, elles sont un peu à distance. C'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les gens et moi. Donc vous voyez comment il est important de savoir, il est complètement légitime qu'un patient puisse poser la question, mais qu'est-ce que ça va me faire? Et c'est notre devoir de pouvoir apporter des réponses à ces questions. Et comment aujourd'hui, nous n'avons pas, ou très peu, d'études qui permettent de répondre à ces questions. Et je suis sûr qu'en chirurgie, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que beaucoup d'interventions, parce qu'elles vont agir dans l'intimité du sujet, vont avoir des implications très importantes sur la façon dont le sujet va se considérer lui-même, à la fois en termes positifs et en négatifs, et qu'il faut essayer de répondre à ces questions. Alors, j'en arrive à la fin de mon intervention. Que conclure de ce qu'il faudrait faire et de ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, il faut assumer le fait qu'il n'y a pas de théorie de grande unification du sujet malade. Certains collègues biologistes considèrent qu'en fait, comme nous sommes en fait un ensemble de cellules,
Si l'on arrive à décrire parfaitement le fonctionnement de la cellule, alors on pourra décrire parfaitement le fonctionnement d'un être humain. Peut-être un jour, mais dans les 30 ans à venir, c'est inimaginable. De la même façon qu'on ne construit pas un pont suspendu en faisant de la mécanique quantique, ça n'a aucun sens. On ne peut pas décrire un sujet humain pensant, souffrant, vivant, avec une famille, à partir de la biologie moléculaire. Ça n'a aucun sens. Et de la même façon, le fonctionnement isolé des organes ne peut pas permettre de caractériser le fonctionnement, le caractère opératoire d'un être humain. Les statistiques, de la même façon, donnent des résultats sur des sujets moyens, mais ces sujets moyens n'existent pas dans la réalité, et quand vous avez un patient en particulier, il n'est pas un sujet moyen, et la décision thérapeutique que vous aurez à faire, bien sûr, vous vous nourrirez de ce sujet moyen, mais vous serez obligé de faire appel à autre chose, en particulier le fait que ce sujet est aussi un sujet pensant. On ne sait pas trop ce que ça veut dire scientifiquement, mais c'est la réalité, nos patients sont des sujets pensants, et que c'est compliqué, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, nous savons très peu de choses d'eux, et que nous devons essayer d'en comprendre davantage. Donc il n'y a pas de théorie de grande unification du patient. Il y a plusieurs théories, et donc personne ne dit la vérité. Alors, premier point, il y a la biologie. La biologie, l'anatomie, la physiologie est forte en médecine. Ça a permis de construire une médecine efficace, et ça doit toujours être le cas, et ça sera toujours le cas. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, à la commission de transparence qui évalue l'efficacité des thérapeutiques, il y a comme position dogmatique que le mécanisme d'action d'un médicament ne doit pas rentrer en ligne de compte pour évaluer son efficacité. Vous voyez cette position dogmatique anti-bernardienne, quelque part, qui vient juste en réaction au fait que oui, parfois, les mécanismes d'action ont fait dire des bêtises, par exemple, le fait que les bêta-bloquants étaient contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque, parce que c'est logique. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Donc oui, le déterminisme physiologique parfois est pris en défaut et parfois conduit à faire des erreurs thérapeutiques. D'accord, mais c'est quand même plus l'exception que la règle. Donc oui, l'évaluation des soins repose aussi par l'évaluation de l'effet biologique, physiologique des thérapeutiques sur les êtres humains. Alors bien sûr, ça va dépendre des disciplines médicales. En psychiatrie aujourd'hui, les modèles animaux existent, hein. Il y a des modèles de souris dépressives, même schizophrènes, etc. Bon, vous avez bien conscience du fait que ces modèles sont intéressants, mais qu'ils ont des limites évidentes. En chirurgie, à l'opposé, je suis persuadé que les modèles animaux ont un intérêt considérable et qu'ils font une partie authentiquement et peuvent être revendiqués en tant que tels de stratégies d'évaluation des soins. Alors bien sûr, ils ont leurs limites et il y a ce qui relève de l'étude statistique qui va viser à évaluer l'efficience des prises en charge chirurgicales. Est-ce que ça marche véritablement en termes de santé publique? Est-ce que l'argent que l'on met dedans est en rapport avec ce que les patients reçoivent comme bénéfice? Ce sont des vraies questions auxquelles nous avons le devoir de répondre et auxquelles vous avez le devoir de répondre. Alors après, quelle méthodologie? Alors bien sûr, l'essai randomisé a toujours un intérêt. Moi, je me souviens d'une étude que nous avons faite à Bicêtre avec Corinne Vance et Dominique Franco autour de la comparaison de l'appendicectomie et de l'antibiothérapie dans l'appendicite aiguë. Ben voilà, c'était un essai randomisé, pas facile à réaliser, les résultats étaient intéressants, ça a été publié dans le Lancet, et ça a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire que ça a permis de répondre à des questions que les cliniciens se posent. C'est une réelle bonne action d'évaluation de techniques chirurgicales. Donc par moment, il y a des tensions dans une discipline, des questions qui émergent avec une absence de consensus, et là l'essai randomisé permet de trancher. Mais ça n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, puis en plus ces essais randomisés coûtent horriblement cher, et que par les temps qui courent, il est très difficile d'avoir des budgets qui permettent de les réaliser. Ce qui est beaucoup plus facile à réaliser, c'est des études de cohorte qui permettent non seulement, quand elles sont de grande ampleur, d'avoir des puissances statistiques comparables à ce que font les essais randomisés, mais qui permettent d'avoir en plus l'étude de l'impact
du centre chirurgical, de la formation du chirurgien, de son âge, etc., 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 qui permettent de voir quels sont les sous-groupes de patients qui bénéficient le plus ou le moins des interventions qui sont considérées, ce que les essais randomisés font mal. Donc les études de cohorte, dans les soins non médicamenteux, ont un intérêt tout particulier pour des raisons économiques et pour des raisons de réponse à des questions cliniques. Et puis vous avez le troisième volet, qui est le fait que, même en chirurgie, eh bien, on a un impact sur le sujet en tant que sujet pensant, et qu'il faut le regarder droit dans les yeux, et qu'il faut savoir se lancer dans ce que l'on appelle des études qualitatives, où on fait des entretiens aux patients, où on essaie de comprendre comment ils vivent, et je vous promets que l'on apprend beaucoup, beaucoup sur ces pratiques, et que c'est souvent de bonnes surprises. Je vous remercie pour votre attention.